À 9h17, un matin humide au début de l'année 1942, un vol de B-17 Forteresse volante ouvrit les portes de leur soute à bombes au-dessus de la mer des Salomon. Il volait à 6000 mètres, l'altitude parfaite selon le manuel de l'armée de l'air. En contrebas, un convoi de destroyers japonais fendait l'eau bleue comme des couteaux déchiquetés. Les bombardiers américains scrutaient à travers leurs viseurs Norden, des appareils si secrets et complexes qu'on disait qu'ils pouvaient mettre une bombe dans un tonneau de cornichons depuis 6500 mètres. Les calculs étaient faits, la dérive était corrigée, les leviers de largage furent actionnés. Des douzaines de bombes explosives de 230 kg sifflèrent à travers les nuages. Les équipages attendirent 40 longues secondes l'impact, s'attendant à voir le convoi se désintégrer dans des colonnes de feu et d'acier. Ils ne touchèrent absolument rien. L'océan explosa en geyser blanc d'écume à 180 mètres du navire japonais le plus proche. Les destroyers ne rompirent même pas la formation. Leurs capitaines regardèrent comment simplement les bombes tombaient, ordonnèrent un virage serré à bâbord ou à tribord et laissèrent les explosifs américains s'écraser inoffensivement dans le Pacifique vide. C'était humiliant. C'était une impossibilité mathématique qui se produisait chaque jour. L'armée avait dépensé des millions de dollars pour convaincre le monde que le bombardement de précision à haute altitude était l'avenir de la guerre. Mais ici, dans le chaos du Pacifique Sud-Ouest, l'avenir semblait inutile. Les pilotes retournaient à leur base en Nouvelle-Guinée, fatigués, en colère et bredouilles, tandis que l'express de Tokyo japonais continuait de livrer des milliers de soldats et des tonnes de ravitaillement aux lignes de front de la jungle sans une égratignure sur leur peinture. Cet échec fut le cauchemar qui accueillit le général George Kenney lorsqu'il arriva pour prendre le commandement des forces aériennes alliées dans le Pacifique Sud-Ouest. Kenney n'était pas un homme qui se souciait des manuels ou du cuir astiqué. C'était un aviateur trapu, agressif, au langage cru, qui ressemblait plus à un mécanicien qu'à un général. Il marchait en se dandinant et parlait comme s'il cherchait la bagarre dans un bar. Quand il atterrit en Australie, il trouva une armée de l'air démoralisée et brisée. Les équipes de maintenance récupérèrent de la ferraille pour maintenir les avions en vol. Les pilotes effectuaient des missions suicides avec des tactiques qui ne fonctionnaient pas, et la marine japonaise leur tournait autour comme si de rien n'était. Kenney regarda les rapports des raids de bombardement à haute altitude et les jeta à la poubelle. Il savait qu'essayer de toucher un destroyer se déplaçant à 30 nœuds depuis 6000 mètres revenait à se tenir sur le toit d'un gratte-ciel et à essayer de laisser tomber une bille dans une tasse de café qu'un chat en pleine course traînait derrière lui. Le problème, c'était la physique de l'engagement. Une bombe larguée de haute altitude met près d'une minute à atteindre le niveau de la mer. Pendant cette minute, un capitaine de destroyer peut lever les yeux, voir les portes de la soute s'ouvrir et déplacer son navire d'1 kilomètre dans n'importe quelle direction. Les Japonais le savaient. Ils se moquaient des bombardiers américains. Ils ne prenaient même pas la peine de se disperser. Ils dansaient simplement hors de portée et laissaient l'océan engloutir l'argent des contribuables américains. Kenney réalisa que s'il voulait arrêter l'hémorragie dans le Pacifique, il devait arrêter ses navires. Et s'il voulait arrêter ses navires, il devait descendre plus bas. Il devait descendre dans les embruns et le sel en plein visage de l'ennemi. Mais il ne voulait pas seulement les mitrailler avec des mitrailleuses. Les mitrailleuses, c'était pour abattre des avions fragiles. Elles rebondiraient sur la coque en acier d'un destroyer comme du gravier jeté sur un char. Kenney avait besoin d'artillerie. Il avait besoin d'une arme capable de percer une salle des machines ou d'arracher la passerelle d'un navire de guerre. Il commença à chercher une solution dans ses hangars. Il vit le bombardier B-25 Mitchell. C'était un bombardier moyen bimoteur robuste, fiable et solide. Mais il était conçu pour larguer des bombes, pas pour se battre comme un cuirassé. Puis il regarda l'équipement au sol. Il vit le canon de campagne standard de l'armée, le 75 mm. C'était un monstre d'armes, un descendant du célèbre 75 français de la Première Guerre mondiale. Il tirait un obus de 7 kg capable de traverser des bunkers en béton et des chars légers. Il était lourd, violent et conçu pour être boulonné au sol ou monté à l'intérieur d'un char Sherman de 30 tonnes. Il n'était absolument pas conçu pour être boulonné dans le nez d'un avion. L'idée était insensée.
Mettre un canon de 75 dans un B-25, c'était comme essayer de monter un obusier sur une planche de surf. Le poids seul était un cauchemar. Le canon pesait près de 450 kg. Les munitions pesaient des centaines de kilogrammes de plus. Et puis il y avait le recul. Quand un 75 mm tire, il génère une force de recul qui ressemble à un accident de voiture. Au sol, le canon enfonce ses socs dans la terre pour absorber le choc. Dans un char, les 30 tonnes d'acier absorbent le coup. Dans un avion, il n'y a rien pour absorber le choc, à part le cadre en aluminium et les rivets qui maintiennent les ailes ensemble. Les ingénieurs de North American Aviation, la société qui construisait le B-25, regardèrent la demande de Kenney et pensèrent qu'il avait perdu la raison. Ils sortirent leurs règles à calcul et effectuèrent les calculs de contrainte. Les chiffres revinrent en rouge vif. Ils dirent à Kenney que le recul du canon arracherait le nez de l'avion. Ils affirmèrent que l'onde de choc briserait la verrière du cockpit et pourrait assommer le pilote. Ils prétendirent que même si l'avion tenait, la décélération soudaine due au tir de l'arme provoquerait le décrochage de l'avion en vol, le faisant tomber du ciel comme une pierre. Ils écrivirent de longs rapports détaillés expliquant exactement pourquoi c'était impossible. Ils utilisèrent des mots comme fatigue de structure, limite de contrainte de la cellule et défaillance catastrophique. Ils dirent essentiellement au général qu'il leur demandait de construire une boîte suicide qui tuerait ses propres pilotes plus vite que les Japonais ne le pourraient. Ils suggérèrent de s'en tenir aux bombes et aux mitrailleuses, les choses pour lesquelles l'avion était réellement conçu. Kenney se moquait de leurs règles à calcul. Il se souciait des destroyers japonais qui étaient en train de débarquer des troupes sur Guadalcanal et en Nouvelle-Guinée, pendant que ces bombardiers les manquaient depuis la stratosphère. Il regarda les ingénieurs et leur donna un ordre simple, jeter le manuel. Il ne demandait pas la permission. Il leur disait ce qui allait se passer. Il voulait que le nez en verre du B-25 soit retiré. Il voulait qu'un nez métallique solide soit installé pour abriter la massive culasse du canon. Il voulait que le cockpit soit réaménagé pour qu'un chargeur puisse se tenir à côté du pilote et enfoncer manuellement des obus d'artillerie dans le canon pendant que l'avion rebondissait dans les turbulences à 320 km/h. Le conflit entre les experts en Californie et les guerriers du Pacifique atteignit son point d'ébullition. Les ingénieurs considérèrent l'avion comme une machine de précision, un équilibre délicat de portance, de traînée et de poussée. Kenney considérait l'avion comme un outil pour tuer l'ennemi, et s'il devait casser l'outil pour faire le travail, il le casserait. Il fit valoir que le B-25 était surconçu, qu'il était plus solide que les concepteurs ne voulaient bien l'admettre. Il leur dit que dans la jungle, ses mécaniciens rebouchèrent les trous avec des boîtes de conserve et du fil de fer, et que les avions volaient toujours. Il misait la vie de ces hommes sur l'idée qu'une innovation chaotique et désespérée pouvait battre la perfection soigneusement calculée des plans d'usine. Les experts cédèrent finalement, mais pas parce qu'ils étaient d'accord. Ils cédèrent parce que Kenney était un général avec tout le poids de l'effort de guerre derrière lui. Ils acceptèrent de construire un prototype, mais le scepticisme était palpable. Ils l'appelèrent le modèle B-25G. Pour les ingénieurs, c'était une aberration, un monstre de Frankenstein qui violait toutes les règles de la conception aéronautique. Pour les pilotes, c'était une rumeur terrifiante. Ils entendirent des murmures à propos d'un avion qui transportait un canon de char. Ils plaisantèrent en disant que l'avion volerait en arrière quand ils appuieraient sur la détente. Ils l'appelèrent l'artillerie volante. Mais derrière les plaisanteries, il y avait une peur réelle. On leur demandait de voler droit sur un destroyer, un navire armé de dizaines de canons anti-aériens, et de tirer un seul coup avec une arme qui pourrait leur arracher leurs propres ailes. Kenney envoya l'ordre de modifier le premier lot d'avions. Il n'allait pas attendre les résultats de tests parfaits. Il avait besoin des armes maintenant. Le sol de l'usine de North American Aviation devint une scène d'urgence confuse. De bonnets en verre profilés furent coupés. De lourds berceaux en acier furent boulonnés dans les fuselages. L'équilibre délicat de l'avion fut complètement détruit. Ils durent ajouter des centaines de kilos de plomb dans la queue, juste pour empêcher l'avion de basculer sur le nez quand il était garé sur la piste. C'était moche, c'était lourd. Ça se maniait comme un camion-benne. Et personne, pas même Kenney, ne savait avec certitude ce qui arriverait quand le pilote appuierait sur la détente pour la première fois au combat. La scène était prête pour un désastre ou une révolution.
La transformation du B-25 de bombardier moyen en canonnière volante n'eut pas lieu dans un laboratoire stérile avec des scientifiques en blouse blanche tournant délicatement des tournevis. Elle eut lieu dans des hangars trempés de sueur à Townsville et Port Moresby, où des mécaniciens dépouillaient l'avion avec la brutalité d'une opération de casse. Le bonnet en verre, qui offrait au bombardier une vue panoramique sur la cible, fut impitoyablement scié. À sa place, les équipes installèrent un museau brutal et laid en tôle. On aurait dit que l'avion avait pris un coup de poing dans la figure et que l'enflure n'était pas redescendue. À l'intérieur de ce museau métallique se trouvait le canon M4, une arme si grosse que le pilote pouvait pratiquement tendre la main et tapoter la culasse. L'installation était un cauchemar de tuyauterie et d'acier. Le mécanisme de recul à lui seul, un système complexe de fluides hydrauliques et de ressorts lourds, prenait la moitié du compartiment avant. Ce système était la seule chose entre le pilote et une rupture du cou. Il était conçu pour absorber le recul de 53 cm du tube, absorbant la violence de l'explosion pour que la cellule n'ait pas à le faire. Pour accueillir ce monstre, l'intérieur de l'avion dut être vidé. Le poste de navigateur, généralement un lieu de cartes et de calculs silencieux, fut supprimé. Le bombardier, l'homme qui était censé être la star du spectacle avec son viseur Norden, fut licencié. À leur place se tenait un nouveau membre d'équipage avec la description de poste la plus terrifiante de l'armée de l'air, le canonnier. Ce n'était pas un travail pour un petit homme. Le canonnier devait se tenir dans un tunnel d'aluminium exigu et vibrant, juste à côté des genoux du pilote, et lutter avec des obus d'artillerie de 7 kg. Il n'y avait pas de chargeur automatique, il n'y avait pas de bras robotisés. Il y avait juste un homme, un râtelier d'obus explosifs et un canon qui sentait la graisse chaude et la cordite. Il devait physiquement enfoncer l'obus dans la culasse, claquer la culasse, taper sur l'épaule du pilote pour signaler qu'il était prêt, puis se caler contre la paroi pendant que le canon tirait à quelques centimètres de sa tête. Les ingénieurs en Californie avaient prévenu que le centre de gravité serait ruineux. Ils avaient en partie raison. Quand les mécaniciens eurent terminé la première modification, l'avion était si lourd du nez que la roulette de queue se soulevait du tarmac. Il ressemblait à un chien qui renifle. Pour y remédier, ils n'utilisèrent pas de contrepoids aérodynamiques sophistiqués. Ils boulonnèrent simplement des barres de plomb dans la queue jusqu'à ce que l'avion repose à plat. C'était une solution de bricoleur qui ajoutait encore plus de poids à un avion déjà pâteau. Quand les pilotes d'essai montèrent à bord pour les premiers roulages, ils rapportèrent que l'avion se maniait comme un camion-benne avec des ailes. Il était lourd, peu réactif et gémissait sous la contrainte de la pièce d'artillerie. Le bombardier élancé et agile avait disparu. À sa place se trouvait un char volant que les équipages surnommèrent affectueusement et nerveusement le petit monstre. Le général Kenney se moquait des caractéristiques de maniement. Il se souciait de la pression sur la détente. Le premier test de tir réel fut le moment de vérité qui allait soit le justifier, soit mettre fin à sa carrière par une cour martiale pour homicide par négligence. L'avion d'essai gronda sur la piste, utilisant presque chaque centimètre de bitume pour se hisser dans l'air humide. Il grimpa lentement, luttant pour prendre de l'altitude. La cible était un petit récif de corail inhabité au large. Le pilote aligna le nez, luttant contre les commandes molles. Dans le cockpit, la tension était palpable. Le canonnier enfonça le premier obus. « Arme prête !» cria-t-il par-dessus le rugissement des moteurs cyclones. Le pilota visa le récif dans son viseur en fer. Il n'y avait pas d'optique sophistiquée ici. Juste un simple guidon et un anneau boulonné au tableau de bord. Il pressa la détente sur le manche. La sensation était indescriptible. Ce n'était pas seulement un bruit, c'était un événement physique. Toute la cellule vibra comme si elle avait heurté un mur de briques. L'élan vers l'avant de l'avion sembla s'arrêter une fraction de seconde, freiné par la simple physique de la troisième loi de Newton. Dans le cockpit, un nuage de fumée blanche âcre emplit l'air, aveuglant momentanément l'équipage. Le bruit était un thump assourdissant qui fit trembler les dents du pilote. Mais ensuite, la fumée se dissipa. Les ailes étaient toujours attachées. Les rivets tenaient. La verrière n'avait pas volé en éclats. Et en bas, sur le récif, un énorme panache d'eau et de corail pulvérisé jaillit exactement là où le nez avait pointé. Le recul n'avait pas calé les moteurs. L'intégrité structurelle n'avait pas cédé.
Les ingénieurs californiens s'étaient trompés. On pouvait mettre un canon de campagne dans un avion à condition d'être assez fou pour le piloter. Avec le concept prouvé, les Dragons Verts, le 405e escadron de bombardement, commencèrent le processus ardu d'apprendre à se battre avec cette nouvelle arme. Cela nécessita une réécriture complète du manuel du pilote. Un pilote de bombardier est formé pour voler droit et stable, pour être une plateforme stable pour larguer les munitions. Un pilote de canonnière devait être un chasseur. Le 75 mm était fixé vers l'avant. Il ne pouvait ni tourner ni pivoter. Pour viser le canon, il fallait viser l'avion entier. Cela signifiait que le pilote devait faire piquer le bombardier massif directement sur la cible, ignorant les tirs antiaériens, et maintenir le nez stable jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour garantir un coup au but. Ils appelèrent cela le tir au canon. C'était un jeu de poulet joué à 320 km/h. La portée efficace du canon était techniquement de plusieurs milliers de mètres, mais dans la réalité chaotique du combat, les pilotes découvrirent qu'ils devaient s'approcher de manière suicidaire. 900 mètres, 700 mètres, assez près pour voir les rivets sur le navire ennemi. L'entraînement fut intense. Les pilotes s'entraînèrent à piquer sur de vieilles épaves, apprenant le rythme terrifiant de la course d'attaque. Piquer, stabiliser, tirer, se remettre du recul, recharger, tirer à nouveau. La cadence de tir était lente, peut-être 3 ou 4 coups en une seule passe si le canonnier était rapide et ne s'évanouissait pas sous les forces G. Ce n'était pas une mitrailleuse qui crachait des balles. C'était un fusil de sniper. Vous aviez un coup, peut-être 2, pour toucher une cible en mouvement pendant que votre propre avion rebondissait dans les turbulences. Si vous manquiez, vous deviez faire une boucle et recommencer, exposant votre ventre aux canons ennemis. Les équipages apprirent à se coordonner comme une équipe de football. Le pilote se concentrait sur le pilotage. Le copilote gérait les moteurs et annonçait les distances. Le canonnier devenait une machine à rythme. Charger, culasse, dégager, tirer. Charger, culasse, dégager, tirer. Ils s'entraînèrent jusqu'à ce que leurs mains soient à vif et que le plancher du cockpit soit couvert de lourdes douilles en laiton. Les premières victimes de cette nouvelle arme ne furent pas les puissants destroyers, mais les barges côtières et les caboteurs que les Japonais utilisaient pour transporter des fournitures entre les îles. C'étaient de petits navires en bois ou en acier rouillé, généralement armés d'une seule mitrailleuse. Les B-25 les trouvaient rampant le long de la côte à l'aube. L'engagement était presque injuste. Une bombe standard traversait souvent une barge en bois sans exploser, laissant un trou net mais ne parvenant pas à la couler. L'obus explosif de 75 mm était différent. Quand le premier obus toucha une barge de ravitaillement près de l'Ay, le résultat fut une désintégration absolue. L'obus fracassa la coque et explosa à l'intérieur de la cale. La barge ne coula pas simplement. Elle disparut dans une pluie d'éclats et de carburant en flammes. Les pilotes revinrent à la base, les yeux écarquillés. Ils n'avaient pas seulement endommagé l'ennemi, ils les avaient effacés. La nouvelle se répandit rapidement dans les escadrons. La boîte suicide était en fait un marteau. Le scepticisme s'évapora, remplacé par une avidité féroce. Les équipages commencèrent à peindre des noms sur leurs canonnières. Des noms agressifs comme Ominous, Bang, Sunday Punch et Dirty Dora. Ils montèrent des mitrailleuses supplémentaires dans le nez, entourant le canon de 4 mitrailleuses lourdes de calibre 50. Maintenant, quand un pilote appuyait sur la détente, il ne tirait pas seulement de l'artillerie. Il déclenchait une tempête de plomb qui pouvait déchiqueter les équipages de pont avant que le canon ne porte le coup de grâce. Ils appelèrent cela la configuration destructeur de commerce. C'était un système d'armes conçu dans un seul but, chasser les navires. Mais chasser des barges, c'était du tir à la cible. Le vrai test, celui pour lequel le général Kenney avait construit ce monstre de Frankenstein, c'était l'Express de Tokyo. La marine japonaise faisait toujours descendre des destroyers le long du détroit, arrogants et intouchés. Ce n'étaient pas des barges sans défense. Un destroyer japonais était une lance d'acier de 90 mètres, hérissée de canons automatiques de 25 mm et de canons bitubes de 127 mm. Son équipage était discipliné, aguerri et expert en tir anti-aérien. Ils avaient regardé les bombardiers américains échouer pendant des mois. Ils n'avaient aucun respect pour le B-25. Pour eux, un bombardier moyen à basse altitude n'était qu'une grosse cible, un canard lent attendant d'être plumé du ciel. L'escalade commença fin 1942.
Le haut commandement japonais, frustré par l'usure lente de leurs barges, décida d'engager un convoi majeur pour renforcer leur garnison en Nouvelle-Guinée. Ils rassemblèrent une flotte de transport rapide protégée par la Matsukaze et ses destroyers jumeaux. C'étaient les loups de l'océan, des navires qui avaient combattu la marine américaine jusqu'à l'impasse à Guadalcanal. Ils étaient rapides, manœuvrables et lourdement armés. Ils firent route vers le sud avec la confiance de prédateurs suprêmes, supposant que leur vitesse les protégerait des sous-marins et que leurs canons de flak les protégeraient des bombardiers à haute altitude. Ils ne savaient même pas que les règles du jeu avaient changé. Ils ne savaient pas qu'un escadron de B-25 les attendait sur le tarmac, moteur en train de chauffer avec des obus d'artillerie empilés dans les râteliers. Le matin de l'interception, le temps était variable avec des nuages bas accrochés à l'eau, une couverture parfaite pour une embuscade à basse altitude. Le major Edens, menant le vol, vérifia ses instruments. Son avion, lourdement chargé de carburant et de munitions, lui semblait mou entre les mains. Il regarda son copilote, puis le canonnier, qui fit un signe de pouce levé nerveux. Il chassait des géants aujourd'hui. Les conversations radio étaient minimales. Les pilotes connaissaient les enjeux. Si les ingénieurs avaient raison, le premier coup du canon principal d'un destroyer transformerait leurs avions en aluminium en confetti. Si Kenney avait raison, le 75 mm ouvrirait les destroyers comme des boîtes de conserve. Alors qu'ils traversaient la couche nuageuse, le convoi apparut à l'horizon. Des formes grises traçant des sillages blancs sur l'eau sombre. Les destroyers les repérèrent immédiatement. Des bouffées noires de flaques commencèrent à fleurir dans le ciel bien avant que les avions ne soient à portée. Les capitaines japonais ordonnèrent à leurs navires de virer, présentant leurs flancs pour amener la puissance de feu maximale. C'était la défense standard, un mur d'acier projeté dans le ciel. Mais les B-25 ne grimpèrent pas. Ils n'ouvrirent pas leur soute à bombes, ils descendirent. Ils poussèrent leurs manches vers l'avant et descendirent jusqu'à frôler les vagues à 15 mètres, leurs hélices soulevant des embruns. Ils volaient droit dans la gueule du feu ennemi, réduisant la distance à 90 mètres par seconde. Les experts avaient dit que c'était du suicide. Les pilotes étaient sur le point de découvrir si c'était en fait un meurtre. La distance entre le B-25 et le destroyer japonais Amatsukaze se réduisit à une vitesse relative de près de 640 km/h. Depuis la passerelle du destroyer, le capitaine japonais regarda le bombardier américain à travers ses jumelles avec un mélange de confusion et de dédain professionnel. Il avait déjà vu cette manœuvre. Cela ressemblait à une course de torpilles standard. Les avions torpilleurs américains arrivaient toujours bas et lents, essayant de larguer leurs poissons dans l'eau pour qu'ils filent droit et vrai. La contre-tactique était une doctrine navale élémentaire. Virer le navire face à l'attaque. En pointant la proue acérée du destroyer directement sur l'avion, il présenterait la plus petite cible possible, faisant passer la torpille inoffensivement le long de la coque. Il aboya l'ordre au timonier. Le navire de guerre de 90 mètres pencha durement sur tribord, traçant un immense arc blanc dans l'océan en tournant son nez vers l'intrus. Mais alors que le destroyer virait, le capitaine remarqua quelque chose qui clochait. L'avion américain ne larguait pas de torpilles, il ne se relevait pas, il ne zigzaguait pas pour éviter les tirs antiaériens. Il volait en ligne droite et terrifiante, le nez baissé comme un faucon plongeant sur une souris. Le B-25 n'essayait pas de prendre le navire de flanc, il le chargeait de face. C'était de la folie. En volant directement vers la proue, le pilote américain volait droit dans le canon avant de 127 mm du destroyer et dans les canons automatiques jumelés de 25 mm montés sur les ailerons de la passerelle. C'était un jeu de poulet entre un avion en aluminium de 9 tonnes et un navire de guerre en acier de 2000 tonnes. Les artilleurs japonais ouvrirent le feu. Des traceurs jaillirent du navire comme des fouets de feu, crevant l'air autour du cockpit. Le ciel devint un réseau chaotique de bouffées de fumée noire et de métal hurlant. Dans le cockpit du B-25 de tête, le monde se réduisit à la taille du viseur en anneaux montés sur le tableau de bord. Le pilote serrait le manche à s'en blanchir les jointures, luttant contre les turbulences et l'instinct de reculer. Chaque traceur qui passait en sifflant près de la verrière était un rappel de la minceur réelle de la peau d'aluminium. Un seul coup du canon principal du destroyer vaporiserait l'avion instantanément.
Mais le pilote ne pouvait pas esquiver. Le canon de 75 mm était boulonné au plancher. Pour viser le canon, il devait viser l'avion. Il devait maintenir l'avion stable face à un mur d'acier, ignorant les explosions, ignorant la peur et faisant confiance au calcul. Il était l'ordinateur de visée. Ses mains, ses yeux et ses nerfs étaient le seul système de guidage de l'arme. À 1100 mètres, le pilote pressa la détente sur le manche, non pas pour le canon, mais pour les mitrailleuses. 4 mitrailleuses lourdes de calibre 50 montées dans le nez jaillirent simultanément. Le bruit était un rugissement de marteau-piqueur qui vibrait à travers les planches. Des flots de balles perforantes incendiaires sortaient du nez à raison de 50 coups par seconde. Elles balayèrent l'eau comme une tronçonneuse, traçant une ligne de gerbes blanches qui courait vers le destroyer. Les impacts frappèrent la proue du navire et balayèrent vers la passerelle. Les balles martelèrent le blindage en acier, étincelant et ricochant, mais elles n'étaient pas destinées à couler le navire. Elles étaient destinées à l'aveugler. La grêle de plomb brisa les vitres de la passerelle et déchiqueta les équipages anti-aériens non protégés sur le pont. Les artilleurs japonais, qui tiraient une seconde plus tôt avec une précision disciplinée, furent forcés de se baisser derrière leurs boucliers. La flaque faiblit. C'était l'ouverture. Le pilote maintint la descente. Le destroyer remplit tout le pare-brise. Une montagne grise d'acier grossissant à chaque milliseconde. 700 mètres, 600 mètres. Le canonnier dans le tunnel tapa sur l'épaule du pilote. Le canon était prêt. La culasse était fermée. L'obus était armé. Le pilote fit un micro-ajustement sur le manche, relevant le nez d'une fraction de degré pour viser la ligne de flottaison juste en dessous de la tourelle avant. Il cessa de respirer. Il pressa la détente du canon. Le B-25 s'arrêta en plein vol. C'est ce qu'on ressentit. Le recul du canon de 75 mm délivra un coup d'énergie cinétique équivalent à une collision avec un mur de briques. L'avion vibra violemment du nez à la queue. De la poussière et de la saleté du plancher flottèrent dans l'air. L'odeur de propergol brûlé envahit le cockpit, âpre et acide. Pendant une fraction de seconde, le pilote fut aveugle, la vue obscurcie par le nuage massif de fumée blanche qui s'échappait de la bouche. Mais la physique de l'obus était déjà à l'œuvre. Le projectile explosif de 7 kg quitta le canon à 600 mètres par seconde. Il traversa les 550 mètres d'océan ouvert en moins d'une seconde. Il ne ricocha pas sur l'eau. Il ne rebondit pas sur le blindage. Il frappa la coque en acier du destroyer juste au-dessus de la ligne de flottaison avec la force d'un train de marchandises. L'impact fut catastrophique. La coque d'un destroyer est conçue pour arrêter les balles de mitrailleuse et les éclats d'obus, pas les obus d'artillerie. L'obus de 75 mm traversa le blindage d'acier d'1 centimètre comme s'il s'agissait de carton humide. Il n'explosa pas à l'extérieur. La fusée était réglée avec un retard d'une fraction de seconde. L'obus traversa la peau extérieure, déchira une cloison et explosa profondément à l'intérieur des compartiments machines du navire. L'explosion déchiqueta les conduites de vapeur et les conduits électriques. Elle transforma l'intérieur du compartiment avant en un mixeur d'éclats d'obus et de vapeur à haute pression. Sur la passerelle, les officiers japonais sentirent le navire tanguer comme s'il avait heurté le fond. Ils ne comprirent pas ce qui les avait frappés. Cela ressemblait à une torpille, mais il n'y avait pas de sillage. Cela ressemblait à une mine, mais ils étaient en eau profonde. Ils n'avaient jamais imaginé qu'ils venaient d'être canonnés par un avion. Le B-25 passa en rugissant au-dessus des mâts du destroyer, si près que le mitrailleur de queue pouvait regarder en bas et voir la panique sur le pont. Alors que le pilote tirait sur le manche pour s'éloigner en grimpant, le canonnier était déjà en mouvement. C'était la partie la plus difficile du travail. L'avion virait durement, soumettant le corps à des forces G qui faisaient peser son corps 2 fois son poids normal. Il devait garder l'équilibre sur le sol métallique vibrant, atteindre le râtelier et sortir un autre obus de 7 kg. Il lutta avec la lourde douille en laiton pour l'enfoncer dans la culasse, ses muscles se tendant contre la force G. Il claqua la culasse avec un clang métallique qui résonna dans le fuselage. « Prêt !» hurla-t-il dans l'interphone. L'arme était de nouveau prête. Le pilote ramena l'avion dans un virage serré et agressif. Il regarda en arrière vers la cible. Le destroyer ne manœuvrait plus. De la fumée s'échappait d'un trou déchiqueté dans la proue. Le navire gîtait légèrement sur bâbord. Le coup avait endommagé quelque chose de critique. Peut-être une chaudière, peut-être le gouvernail. Le prédateur était blessé.
Le pilote s'aligna pour une seconde passe. Cette fois, il n'y avait pas de surprise. Les marins japonais se dépêchèrent de remettre leurs canons en action, mais la peur s'était installée. Ils ne tiraient plus sur un oiseau fragile. Ils tiraient sur un char volant. Lors de la seconde passe, le pilote visa la poupe. Il voulait neutraliser la propulsion. Il répéta le rythme mortel, la passe de mitraillage pour supprimer le pont, le maintien, la pression sur la détente. Le canon aboya de nouveau. Le recul secoua la cellule. Le second obus frappa la partie arrière du destroyer près des racks de grenades sous-marines. L'explosion fut différente cette fois, une détonation secondaire. L'obus avait enflammé quelque chose de volatile. Une énorme boule de feu jaillit de l'arrière du navire, projetant des débris hauts dans les airs. L'onde de choc ondula à travers l'eau, visible depuis les airs comme un anneau sombre s'étendant vers l'extérieur. Le destroyer frémit et commença à ralentir. Le sillage blanc derrière lui, autrefois une trace écumeuse de vitesse, se réduisit à un tourbillon turbulent. Le grand navire était mort sur l'eau. Le reste de l'escadron descendit comme des vautours. Ils n'avaient plus besoin des canons. Ils passèrent au skip bombing. Ils arrivèrent bas, larguant des bombes de 230 kg qui ricochetèrent sur la surface de l'eau comme des pierres plates sur un étang. Les bombes s'écrasèrent sur le flanc du destroyer paralysé, explosant au contact de la coque. L'Amatsukaze gémit sous l'assaut. Les plaques d'acier cédèrent. L'océan s'engouffra. Le fier navire de guerre, un vaisseau qui avait terrorisé le Pacifique Sud pendant 1 an, commença à s'enfoncer dans l'eau. Il n'avait pas été coulé par un cuirassé. Il n'avait pas été coulé par un sous-marin. Il avait été battu à mort par un groupe de bombardiers modifiés que les experts disaient ne jamais pouvoir voler. Alors que les B-25 faisaient demi-tour pour rentrer, les équipages regardèrent l'épave en flammes. Les conversations radio étaient en liesse. Ils criaient, riaient, libérant l'adrénaline accumulée pendant l'approche terrifiante. Mais sous la célébration, il y avait une prise de conscience profonde. La dynamique de la guerre du Pacifique venait de basculer sur son axe. Pendant 2 ans, le navire de surface avait été le roi de l'océan, vulnérable seulement aux autres navires ou aux bombardiers en piqué chanceux. Maintenant, l'équation était brisée. Un seul avion armé d'une arme sortie d'un char pouvait chasser et tuer un navire de guerre. La marine japonaise ne pouvait plus se cacher derrière ses rideaux de flaques. Elle ne pouvait plus compter sur la vitesse. L'océan était devenu un endroit très petit, très dangereux. De retour dans le cockpit, le pilote fléchit les mains pour rétablir la circulation. Sa combinaison de vol était trempée de sueur. Le plancher était jonché de douilles en laiton brûlantes qui roulaient à chaque virage. Le nez de l'avion était couvert de suie par les tirs. L'avion se maniait encore plus mal maintenant, plus léger du poids des munitions, mais toujours aérodynamiquement ruiné. Mais le pilote se moquait de la traînée, du nez lourd ou de l'absence de navigateur. Il tapota le tableau de bord. La boîte suicide avait fonctionné. Les ingénieurs en Californie pouvaient garder leurs règles à calcul. Ici, dans le sel et la fumée, ils avaient trouvé la réponse. Ils avaient transformé le B-25 en l'ultime ouvre-boîte. Quand le Major Edens et son vol de B-25 cabossé se posèrent à Port Moresby, les avions ne ressemblaient de plus aux mêmes machines qui avaient décollé des heures plus tôt. Les pots d'aluminium vierge étaient tachés de noir par la suie des tirs. La peinture sur les nez était boursouflée par la chaleur des tirs de canon. Dans les cockpits, les planchers étaient jonchés de lourdes douilles en laiton qui roulaient d'avant en arrière à chaque bosse de la piste, tintant comme des cloches d'église. Les équipages sortirent des écoutilles, les jambes flageolantes, leurs combinaisons de vol trempées de sueur, les oreilles sifflant encore de la force concussive des canons de 75 mm. Ils ressemblaient à des hommes qui venaient de faire 12 rounds sur un ring de boxe, mais leurs yeux étaient animés d'une énergie électrique frénétique. Ils n'avaient pas seulement survécu à une mission suicide, ils avaient réécrit les lois de la physique. La salle de débriefing était généralement un lieu sombre où les pilotes rapportèrent des cibles manquées et de la flaque intense. Mais ce jour-là, ce fut une scène de justification chaotique. Les images des caméras de tir racontaient l'histoire mieux que n'importe quel rapport écrit. Des films granuleux en noir et blanc montraient la vérité impossible. L'énorme gerbe de l'obus de canon frappant l'eau, la vibration violente de l'impact sur la coque du destroyer et l'explosion qui s'ensuivit déchirant le navire.
Le général Kenney regarda les photos de l'Amatsukaze en flammes et sourit. C'était le sourire d'un homme qui avait misé toute sa réputation sur une idée stupide et qui avait gagné. Il ordonna que les photos soient développées immédiatement et renvoyées aux États-Unis. Il les voulait sur le bureau de chaque ingénieur de North American Aviation qui lui avait dit que le recul arracherait les ailes. Le message était clair. Les ailes allaient de bien. Mais la marine japonaise avait de gros ennuis. Le succès de l'artillerie volante changea les priorités de fabrication de la guerre du jour au lendemain. Les ingénieurs en Californie, ceux avec les règles à calcul et les tableaux de contraintes, cessèrent de discuter et commencèrent à construire. Le modèle B-25G entra en pleine production, rapidement suivi par le modèle H encore plus lourdement armé. Les chaînes de montage qui avaient été sceptiques produisaient maintenant ces monstres aussi vite qu'ils pouvaient souder les nez en acier. Ils cessèrent d'essayer de rendre l'avion aérodynamique et commencèrent à essayer de le rendre létal. Ils ajoutèrent plus de blindage autour du cockpit pour protéger les pilotes des tirs de riposte intenses qu'ils subissaient à hauteur de mât. Ils améliorèrent les mécanismes de recul. Ils transformèrent le B-25 d'un bombardier moyen en le premier chasseur de rue du théâtre Pacifique. Pour les capitaines japonais naviguant dans la mer de Bismarck et les détroits autour de la Nouvelle-Guinée, l'océan était devenu un endroit terrifiant. Ils avaient passé les premières années de la guerre à craindre les bombardiers en piqué et les sous-marins, des menaces qu'ils pouvaient les voir venir ou contrer par la manœuvre. Mais cette nouvelle arme était différente. C'était une terreur psychologique. Il y avait quelque chose de profondément contre nature à se faire canonner par un avion. Cela brisait les règles établies de la guerre. Les convois qui naviguaient autrefois avec confiance en plein jour commencèrent à se cacher dans l'ombre des îles, ne se déplaçant que de nuit ou par mauvais temps. L'arrogance de l'Express de Tokyo s'évapora. Les destroyers qui avaient ri des bombardiers à haute altitude faisaient de maintenant demi-tour et fuyaient dès qu'ils voyaient une silhouette bimoteur à l'horizon. Les chasseurs étaient devenus les chassés. L'apogée de la carrière du canon eut lieu lors de la bataille de la mer de Bismarck, où la tactique du skip bombing combinée au tir de suppression des canonnières aboutit à l'annihilation absolue d'une flotte de renforts japonaise. Ce fut un massacre. Les B-25 arrivèrent au niveau du pont, leurs mitrailleuses de nez crachant, transformant les transports de troupes en abattoirs avant de les fracasser avec des bombes. La mer fut couverte de pétrole et de débris sur des kilomètres. Ce fut la preuve définitive que l'ère du navire de surface invincible était révolue. Le B-25 avait prouvé que la puissance aérienne, appliquée avec assez de violence et d'ingéniosité, pouvait étrangler complètement les lignes de ravitaillement d'une nation insulaire. Cependant, le règne du canon de 75 mm fut intense mais étonnamment court. Alors que la guerre se prolongeait en 1944 et 1945, la technologie commença à rattraper la vision du général Kenney. Le canon était efficace, mais il était difficile à utiliser. Il nécessitait un pilote avec des nerfs d'acier et la visée d'un sniper. Il nécessitait un chargeur humain pour lutter avec des obus lourds dans un avion en mouvement. C'était une solution de force brute venue d'un âge mécanique. Le remplacement arriva sous la forme de la roquette aérienne à grande vitesse, ou HVAR. C'étaient des roquettes de 127 mm qui pouvaient être montées sous les ailes de presque n'importe quel chasseur ou bombardier. Elles n'avaient pas le recul du canon. Elles n'avaient pas besoin de chargeur. Un pilote pouvait tirer une salve de 8 roquettes en appuyant sur un bouton, délivrant la même puissance destructrice qu'une bordée d'un destroyer. Les roquettes étaient d'un plus facile, plus légères et plus efficaces. Le canon M4 massif commença à ressembler à un dinosaure. Les derniers modèles du B-25 remplacèrent le seul gros canon par un nez solide bourré de 8, parfois 12 mitrailleuses de calibre 0,50. Il devint une scie circulaire volante capable de déchiqueter une cible par la puissance de feu plutôt que par un seul coup de grâce. Les pilotes regrettaient de la puissance viscérale du petit monstre, la sensation de l'avion s'arrêtant en plein vol quand ils appuyaient sur la détente. Mais ils ne pouvaient pas contester l'efficacité des roquettes. Le canon avait fait son travail. Il avait comblé le fossé entre l'échec du bombardement à haute altitude et l'arrivée de l'ère des roquettes. Il avait sauvé la campagne de Nouvelle-Guinée quand rien d'autre ne le pouvait. À la fin de la guerre, les canonnières B-25 furent mises à la casse ou vendues.
Les canons massifs furent dévissés et jetés dans des tas de métal de surplus. Le général Kenney passa à d'autres commandements, sa réputation scellée comme l'homme qui avait révolutionné la guerre aérienne dans le Pacifique. Les pilotes rentrèrent chez eux pour devenir comptables et vendeurs de voitures, parlant rarement des jours où ils avaient volé avec des canons de chars en pleine face de destroyers. L'artillerie volante s'effaça dans une note de bas de page de l'histoire de l'aviation, une étrange expérience que les gens supposaient n'être qu'une improvisation désespérée. Mais l'idée ne mourut pas. Le concept d'une canonnière lourde, un avion qui orbite autour d'une cible et fait pleuvoir des tirs lourds, fut enterré dans les archives, attendant la prochaine guerre pour le déterrer. 20 ans plus tard, dans les jungles du Vietnam, le concept renaquit. L'armée de l'air prit un vieil avion de transport, le C-47, et monta des mitrailleuses Gatling dans les portes latérales. Ils l'appelèrent Spooky. C'était le descendant spirituel direct du B-25 de Kenney. Puis vint la C-130 Spectre, un avion de transport massif armé de canons de 40 mm et finalement d'un obusier de 105 mm, le même calibre d'artillerie de campagne que Kenney avait rêvé d'utiliser. L'AC-130 devint la réalisation ultime de l'idée. Un cuirassé volant capable de tourner autour d'une cible et de la détruire avec des tirs d'artillerie de précision depuis le ciel. Chaque fois qu'un canonnière Spectre tire un obus aujourd'hui, il fait écho au tonnerre de ses premiers coups, maladroits et terrifiants, tirés par les B-25 au-dessus de la mer de Bismarck. Les ingénieurs dirent que c'était impossible. Ils dirent que la physique ne marcherait pas. Ils dirent que le recul détruirait l'avion. Mais l'histoire est rarement écrite par ceux qui disent que ça ne peut pas être fait. Elle est écrite par ceux qui sont trop têtus pour écouter. Elle est écrite par des hommes comme le général Kenney qui regardait un manuel et n'y voyait qu'une suggestion. Elle est écrite par des hommes comme le major Edens qui regardait un destroyer et décidait de le charger de face. Ils prouvèrent que parfois, la solution la plus intelligente est celle qui a l'air la plus stupide sur le papier. Ils prouvèrent qu'avec assez de courage et assez de poudre à canon, on peut faire à un bombardier le travail d'un cuirassé. Nous sauvons ces histoires pour que les dragons verts et leurs cockpits bringue-ballants et enfumés ne disparaissent pas dans le silence. Nous les racontons parce qu'elles nous rappellent que l'innovation ne se résume pas toujours à des puces électroniques de haute technologie ou à une aérodynamique élégante. Parfois, l'innovation n'est qu'un gros canon, un marteau lourd et la volonté de s'en servir. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'ingénierie insensée de la Seconde Guerre mondiale, faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton « J'aime » tout de suite. Cela dit à l'algorithme que la véritable histoire compte. Vérifiez votre statut d'abonnement. Assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer le prochain épisode où nous découvrirons une autre machine de guerre oubliée. Et laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous été assez fou pour vous tenir dans ce nez et charger l'obus? Je vous verrai dans le prochain.